Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bienvenue dans Green Business, l'émission 100% durable de BFM Business. L'industrie agroalimentaire et les enjeux énergétiques. Le secteur peut encore mieux faire alors que sa facture devrait encore gonfler. On y revient longuement en début d'émission. L'innovation, une force pour le photovoltaïque. Illustration avec le panneau de 3e génération de DISA Solar. Éco-conduite, éco-mobilité, tous ces enjeux pour la flotte d'entreprise avec 2 acteurs, Mapping Control et EMCO2 Solutions. Enfin, le prix du design durable 2013, vous découvrirez à la fin de l'émission Cécile Fabre et son rucher. L'industrie agroalimentaire, il faut le rappeler, est le premier secteur industriel français. Il représente le 3e secteur le plus gourmand en énergie. L'augmentation des prix, on le sait, oblige à modifier sa stratégie. Comment le secteur peut-il réduire sa facture énergétique? On en parle avec Françoise Gorja. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'innovation à l'ANIA, qui est l'Association nationale pour les industries alimentaires. Vous regroupez une vingtaine de fédérations nationales, c'est ça, et une vingtaine d'associations régionales. On va parler avec vous de ces enjeux, ce que ça représente pour l'industrie agroalimentaire et comment vous faites accompagner aussi dans votre démarche avec Philippe Comaret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing B2B d'EDF. On va voir comment vous travaillez ensemble avec l'ANIA. Également Christophe Roland. Bonjour. Bonjour. Directeur de projet d'Okavongo Énergie, cabinet de conseil. Vous êtes spécialiste dans l'amélioration de la performance énergétique. Pour dresser un tableau, d'abord, parce que vous avez étudié de près cette industrie agroalimentaire, vous avez vu en détail comment elle essayait de faire en sorte aussi d'améliorer son efficacité énergétique. On peut dire qu'il y a des efforts qui sont faits, mais ce n'est pas encore suffisant. Alors au sein de notre cabinet, on mène depuis maintenant plus de 2 ans une étude de maturité énergétique qui vise sur quelques leviers à mesurer les avancées du secteur agroalimentaire. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des réels progrès qui sont faits, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Globalement, le secteur agroalimentaire a beaucoup avancé sur des solutions, on va dire, plutôt techniques qui touchent les utilités. Ils ont beaucoup avancé aussi sur la partie optimisation de leurs achats d'énergie. Maintenant, il y a un énorme gisement qui va tourner autour des comportements et des méthodes de production. Enjeu énorme qui va sûrement prendre quelques années à être exploité. Et donc le projet FACEA dont on parlera tout à l'heure est axé là-dessus. Alors comment on peut expliquer, on comprend que des choses se mettent en place, Françoise Gorja, mais comment on peut expliquer qu'on a encore un peu de retard dans cet univers-là, peut-être par rapport à d'autres secteurs, alors que finalement, je le répétais quand même, c'est le premier secteur industriel français. Oui, alors je ne sais pas si on peut parler de retard. Je pense qu'il y a une vraie disparité au sein de l'industrie agroalimentaire. Il y a des métiers très différents entre la première transformation et les fabricants de produits alimentaires transformés qu'on trouve dans nos supermarchés. L'enjeu énergétique n'est pas le même. Toutes les industries alimentaires qui sont énergie intensives ont fait beaucoup de progrès, ont beaucoup travaillé et je pense qu'elles sont vraiment au top, si on peut dire ça comme ça. De ce point de vue-là. Maintenant, l'industrie alimentaire, c'est aussi 97% de PME, voire et 70% de TPE, c'est-à-dire moins de 20 salariés. Mais au total, je crois que c'est 10 000 entreprises, c'est ça? 13 000 entreprises, 13 000 même, c'est ça, donc beaucoup plus de 10 000, oui. Donc voilà, un tissu industriel très disparate, avec de petites entreprises, avec peu d'employés. C'est sûr que c'est plus difficile de mobiliser les petites que les grands. On travaille à l'ANIA dans ce sens. Donc c'est pour ça que vous avez lancé, et c'est ce que disait justement Christophe Roland il y a quelques instants, un FACEA, qui est donc le résumé, le slogan, on va dire, pour formation à l'action pour la compétitivité énergétique des entreprises alimentaires. Voilà, c'est ça notre but à l'ANIA, c'est plusieurs choses. C'est les aider d'abord à adresser un diagnostic, ensuite les accompagner via la formation, c'est l'objectif de FACEA. Et puis plus loin, on mène aussi des projets de recherche pour aller plus loin, essayer de développer de nouveaux réfrigérateurs, par exemple, qui soient plus économes en énergie, parce que souvent le froid, c'est un gros poste de dépense. Voilà, on essaye de les accompagner sur ces trois axes-là. Et qu'est-ce que ça représentait? Alors justement, je me tourne vers Philippe Comaret, qui fait partie aussi de tout ce programme à EDF Entreprises. Qu'est-ce que ça représentait pour vous en particulier, ce programme? Pour vous aussi, c'est important, je pense, de vous rapprocher des industries, de l'industrie agroalimentaire pour essayer de mieux comprendre aussi leurs besoins et comment les faire évoluer. Absolument. Alors, au risque de vous surprendre, EDF Entreprises ne fait pas que vendre de l'électricité. On vend également du gaz, mais surtout, on vend des économies d'énergie. On vend des économies d'énergie et les économies d'énergie sont essentielles dans le monde de l'agroalimentaire puisque le monde de l'agroalimentaire, si c'est l'un des principaux secteurs d'activité en France, et c'est une fierté naturellement pour la France, c'est aussi
un gisement d'économie d'énergie extrêmement important. C'est un gisement aussi de compétitivité pour les entreprises de l'agroalimentaire, puisqu'aujourd'hui, on estime que la consommation énergétique, le poids de l'énergie dans l'excédent brut d'exploitation des entreprises agroalimentaires représente à peu près 30%. Donc naturellement, pour nous, le fait d'accompagner et d'aider les entreprises de l'agroalimentaire à conforter leur compétitivité, c'est une façon, effectivement, de pérenniser notre relation avec eux. Et c'est bien ça ce que l'on vise à travers ce partenariat. Alors, comment on peut agir concrètement, Françoise Gorga? Vous avez parlé, le froid notamment, c'est vrai que c'est important dans l'industrie agroalimentaire en particulier, ça peut être un levier parmi d'autres. Complètement. En fait, il y a tout un levier déjà comportemental, essayer de sensibiliser à l'efficacité énergétique les employés. Et puis, il y a aussi essayer d'optimiser les installations de froid. Souvent, les entreprises agroalimentaires ont été créées dans les années 70, c'était des artisans, elles ont fini par grossir et se retrouver dans la catégorie industrie en rachetant des chambres froides sans vraiment réfléchir. On a dans certaines entreprises parfois 4 ou 5 fluides frigorigènes différents. Vraiment, en fait, il y a une vraie prise de conscience maintenant, c'est-à-dire que quand nous, on interroge nos entreprises et qu'on leur demande voilà, si on doit investir sur quelque chose, ça doit être sur quoi? Ils vont nous citer, mais dans les premiers rangs, l'efficacité énergétique, alors qu'avant, ils s'intéressaient plutôt à tout ce qui était qualité, sécurité des aliments, lien entre alimentation et santé. Voilà. Donc il y a une vraie prise de conscience et on se doit de les accompagner dans ce sens-là. C'est intéressant ce qu'a dit Françoise Gorga, Christophe Rolland, sur ces enjeux aussi de sensibiliser les salariés. On en parle souvent, mais c'est vrai qu'il ne suffit pas de faire le matériel le plus optimisé possible, mais il y a ce rôle-là, et ça c'est l'un des facteurs principaux, vraiment, et en particulier dans l'industrie agroalimentaire, qui emploie combien de personnes d'ailleurs au total? 500 000 personnes. Le premier employeur industriel français. Pour nous, il y a un réel gisement, et puis pour toute l'équipe, hein, je me fais le porte-parole de toute l'équipe, sur les méthodes de travail et la manière de gérer l'énergie au quotidien dans les ateliers ou dans les laboratoires. Au sein de notre cabinet, c'est quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de faire. Et il n'est pas rare que quand on chasse les gaspillages, on arrive à trouver, je dirais, entre 10 et 15% d'économie d'énergie. Rien qu'en adaptant les méthodes de travail, en formant les gens, en trouvant de nouvelles astuces pour mieux planifier les productions, par exemple. Ou alors en optimisant les stocks dans les chambres froides, par exemple. Bien souvent, quand on démarre dans l'agroalimentaire, on se rend compte qu'on a beaucoup de chambres froides qui ont vécu, je dirais, des restrictions au niveau gestion des stocks et on se retrouve avec des niveaux de stock très bas. Ça, au niveau énergétique, c'est plutôt pas favorable. Hein. Donc on essaye de revenir et d'optimiser, regarder les choses autrement. Je voulais revenir sur le froid. Il y a le froid, mais il y a aussi le chaud, qui est un deuxième enjeu énorme. Donc le froid pour l'optimisation, il y a toute la partie réglementaire. Et sur la partie chaud, il y a un vrai enjeu de récupération de chaleur. Donc au sein du programme, on a aussi EDF qui va intervenir presque 3 heures pour expliquer tout ça, techniquement, en long, en large et en travers, pour être très performant en matière de récupération de chaleur. C'est intéressant et vous réagissez. Je voulais vous poser une autre question. Allez-y, Philippe. Absolument. Et puis en complément, effectivement, l'autre poste sur lequel on peut agir, c'est aussi sur la motorisation. On est en train de vivre une révolution dans le domaine de la motorisation, puisqu'on est passé d'une logique où les moteurs étaient des moteurs mécaniques, avec des frottements, à des moteurs qui sont maintenant électromagnétiques, donc avec naturellement un rendement qui est largement meilleur. Donc il y a des gisements, naturellement, d'économie associés à la motorisation qui sont aussi très importants. L'autre point qui me semblait intéressant de souligner, c'est que effectivement, le tissu de l'agroalimentaire, c'est un tissu de petites entreprises. Et donc, ce qu'il faut, c'est non seulement sensibiliser les salariés, mais surtout sensibiliser le patron. C'est lui, effectivement, qui va décider des investissements. Et donc, c'est lui qu'il faut arriver à convaincre de l'utilité, de l'importance et de la compétitivité que va lui procurer le fait d'investir dans l'efficacité énergétique. Ce qui est intéressant aussi, vous l'avez dit au début, c'est EDF ne se contente pas uniquement, évidemment, de fournir de l'électricité. Vous avez une autre démarche. Finalement, vous vous tournez vers d'autres enjeux qui sont aussi de dire on peut consommer moins de notre électricité. Enfin, c'est quand même un changement d'évolution important aussi pour EDF quand même. C'est pas tant une évolution. En réalité, les économies d'énergie sont intimement liées à notre modèle. Alors, même si aujourd'hui, on peut se prévaloir d'être le leader dans notamment ce qui est la production de certificats d'économie d'énergie. On produit plus de la moitié des certificats d'économie d'énergie en France. Cependant, historiquement,
on a toujours veillé aux économies d'énergie pour une raison très simple, c'est une raison économique et financière. C'est qu'à certaines heures de l'année, l'électricité qui est produite à un coût qui est supérieur au prix auquel on le vend. Donc il est souhaitable effectivement d'inciter un certain nombre de nos clients à moins consommer. Et voire aller vers ce qu'on appelle l'effacement aussi en particulier. C'est exactement ça, effectivement. Lorsque en particulier nos clients sont capables de modérer leur consommation à certaines heures, eh bien, on va partager le gain entre le coût de production auquel on aurait produit l'électricité et le prix auquel il nous aurait payé cette électricité qui est inférieur. Donc il y a un gain, et ce gain on se le partage, c'est l'effacement, absolument. Et ce qui est intéressant finalement sur ce programme aussi, c'est voilà, on voit arriver aussi, pourquoi pas, les énergies renouvelables, la biomasse, la récupération de la chaleur, donc aussi des nouveaux enjeux pour vous, pour ce grand groupe que représente EDF. C'est très juste, effectivement, derrière notamment des déchets en aval du cycle de la production dans le secteur de l'agroalimentaire, eh bien, on peut valoriser ces déchets, soit par l'incinération, soit par de la méthanisation, donc récupérer les gaz qui sont associés à ces déchets et les réutiliser dans, que ce soit les fours, effectivement, ou que ce soit pour produire de l'énergie, produire de la chaleur, et donc ainsi faire des économies par là même. Alors, pour revenir, Françoise Gorga, au-delà de Facéat, ce que vous mettez évidemment en place, quand on explique finalement aux uns et aux autres le principal levier dans tout ça, en dehors des questions environnementales qu'on comprend bien, c'est la facture quand même énergétique, et c'est aussi un enjeu, la facture tout court, le prix, et aussi finalement un enjeu concurrentiel, c'est de se dire je vais être innovant, je vais chercher des nouvelles solutions. En fait, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que le développement durable vu par nos entreprises, c'est du gagnant-gagnant, si on peut dire ça, c'est bon pour l'image. Il faut savoir qu'on a fait un sondage il n'y a pas longtemps, et on a demandé aux gens, est-ce que favorable à l'environnement ou caractérise bien le secteur agroalimentaire. Il n'y a que 35% des personnes qui ont répondu oui. Donc déjà, il y a un déficit d'image. Ça, c'est ce fameux sondage TNS-Sofres aussi qui est paru il y a très peu de temps, où vous êtes allé regarder de près, parce qu'on sait bien qu'il y a eu les scandales autour de, notamment on a mené de cheval. Le sondage cette semaine-là, ça tombait bien. Oui. Voilà, il faut savoir qu'au-delà de l'image, c'est-à-dire que c'est bon pour l'image, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour mon porte-monnaie. Donc là, c'est gagnant-gagnant. Il faut savoir que nous, on a interrogé nos entreprises sur les innovations qu'elles avaient menées l'an dernier, et 2 sur 3 nous ont répondu que les innovations qu'elles avaient développées avaient un impact favorable sur l'environnement, et la plupart du temps via une action sur l'efficacité énergétique. Donc il y a une vraie prise de conscience. Il faut savoir que l'énergie, c'est le 2e poste de dépense, en moyenne, bien sûr. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'industrie alimentaire était très, très variée. 2e poste de dépense après les matières premières pour les industriels, donc c'est pas du tout négligeable. C'est un secteur qui globalement n'a pas des marges énormes. Faire des économies d'énergie, c'est aussi conserver ses marges, donc on n'hésite pas vraiment, quoi. Donc ça peut être important en termes d'image. Et globalement, quand on met un programme en place, comme ça, on le finance comment? Comment vous faites accompagner? Je sais que vous êtes soutenu par le ministère de l'écologie, mais... Oui, c'est ça. Donc en fait, EDF, on pourrait peut-être en dire davantage, c'est eux qui financent en partie le programme, et le reste est à la charge de l'entreprise. Donc c'est très intéressant financièrement, et surtout c'est bien construit. On parlait tout à l'heure de tout ce qui était importance de mobiliser le patron. Et il y a une demi-journée dans ce programme qui est dédiée justement à la sensibilisation du chef d'entreprise. Je pense que c'est vraiment l'originalité et la force de Facéat. Et au total, le programme, il dure combien de temps? 3 jours et demi. 3 jours et demi, d'accord, oui. Il y a une demi-journée réservée pour le dirigeant de la société. Le rôle de cette demi-journée, c'est de réussir à le convaincre de se lancer dans la démarche. Et puis après, on va avoir 3 journées espacées d'1 mois, où là, on est dans un mode un peu formation, où on va délivrer tout un ensemble de savoirs, d'outils et de méthodes pour être capable de monter son propre plan d'économie d'énergie. Donc chaque participant repart avec les premières actions déjà mises en œuvre. Donc au bout des 2 mois et des 3 jours de formation. Philippe Commaret voulait justement ajouter quelque chose, j'imagine. Sur le financement, absolument, parce que l'histoire est assez belle. En réalité, lorsqu'il y a quelques semaines, Okavango est venu nous voir pour nous proposer ce projet, naturellement, on s'est posé la question du financement. Et l'idée brillante qui est venue d'Okavango, c'était de se dire, pourquoi ne pas utiliser le dispositif des certificats d'économie d'énergie? Alors, traditionnellement, ce dispositif, son objet, c'est plutôt de verser une prime, d'aider finalement les industriels à investir dans des équipements performants. Et donc, là, ce qui a été particulièrement brillant, qui a nécessité à la fois des interventions de l'ANIA, qui a nécessité, bien sûr, l'appui d'Okavango, c'est de faire valoir le fait que la formation va permettre effectivement de générer des économies d'énergie. Et donc, on a valorisé ce dispositif de formation
comme donnant droit à des certificats d'économie d'énergie. C'est ce qui nous permet de financer 100% effectivement de ce dispositif. Et on l'a vu aussi, pourquoi pas, avec Certinergie qui s'appuie aussi sur ces certificats d'économie d'énergie pour aider à lutter contre la précarité énergétique, comme quoi ça peut être finalement un outil de départ qu'on adapte. Juste un mot pour terminer, Françoise Gorga. On voit évidemment que les énergéticiens sont engagés dans ce débat sur la transition énergétique. Est-ce que ça serait bien aussi que les entreprises soient peut-être un peu plus présentes? C'est souvent le mot qui revient et on les voit. Elles agissent quand même, elles sont là. Elles agissent, elles devraient le faire savoir davantage. Vous savez qu'il y a quelques semaines, on a signé un contrat, le contrat de la filière alimentaire, avec les entreprises, avec tous les acteurs de la filière, que ce soit nos fournisseurs de matières premières, donc les agriculteurs, nos clients, les distributeurs, et les ministères, ministère du redressement productif, ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et parmi les engagements qui ont été pris donc, par tous les acteurs de la filière, il y a justement aller vers des usines éco-efficientes, vers une production éco-efficiente. C'est écrit noir sur blanc, ça a été signé par tout le monde et a priori maintenant il ne reste plus qu'à mettre en place de vraies actions et de le faire savoir. Voilà, on le fait notamment par le biais de Green Business. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus dans l'émission. On va continuer à parler d'énergie avec des panneaux solaires de 3e génération. Ils sont mis au point par DISA Solar. Ce sera dans un court instant sur BFM Business.